Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 25 avril 2025 et hier soir on a le main event de Backlash qui a été confirmé. On a également eu un gros retour et un excellent main event TLC. Mais d'abord une petite info car hier soir avant le début du show, la WWE a confirmé que suite à ce qui s'est passé lundi à Raw, Gunther est suspendu indéfiniment. Et donc c'est parti, le show démarre avec John Cena qui fait son entrée et comme à Raw lundi, il donne un texte à l'annonceur car il n'a pas aimé la manière dont il l'a présenté et il demande à l'annonceur de le présenter comme étant le GOAT. Puis derrière, John Cena se prépare à parler, mais là il se fait directement interrompre par Randy Orton qui pour rappel l'avait attaqué lundi lors de Raw. Randy Orton prend le micro et nous dit que récemment il s'est rendu compte que dans quelques mois, ça va faire 25 ans qu'il connaît John Cena et depuis qu'il le connaît, John Cena a toujours été le même en mode hustle, loyalty, respect. Et il faut savoir que ce n'était pas une façade pour John Cena, il ne faisait pas semblant, mais c'était sa manière de vivre. Mais Randy Orton nous dit que dorénavant il y a une sorte de vide qui s'est créé en John Cena. Et là, Randy Orton mentionne tous les Make-A-Wish, tous les enfants que John Cena a aidés ces 20 dernières années. Et justement, en parlant d'enfants, Randy Orton dit qu'il a trouvé la solution. Il sait comment combler le vide qui se trouve en John Cena, le vide qui s'est formé dans John Cena. Et la solution, c'est tout simplement que John Cena doit avoir des enfants. Et Orton nous dit que la planète serait un meilleur endroit avec des mini John Cena, et ça ferait également de John Cena un meilleur être humain, donc vraiment il lui conseille, et Randy Orton dit que ça a clairement marché pour lui. Mais là, John Cena n'apprécie pas du tout, et il demande à Randy Orton, mais comment oses-tu ? Comment oses-tu venir ici et faire semblant de m'aider et derrière te moquer du fait que je n'ai pas d'enfants? Et Cena dit à Orton, écoute, félicitations, toi tu as des enfants et tu les aimes, c'est très bien, mais tu veux savoir la vraie raison pour laquelle moi je n'ai pas d'enfants? C'est parce que j'ai élevé tous ces gosses pendant 25 ans. Cena dit qu'il a élevé tous les enfants qui sont dans la foule et tous les gosses qui regardent la WWE depuis 25 ans parce que leurs parents sont des merdes. Et là, il va même voir un petit dans la foule et lui dit « Ton papa est un loser !» Et le petit a répondu à John Cena en lui faisant un doigt d'honneur, ce qui a bien fait rire Randy Orton. Mais là, Randy Orton ne comprend pas la réponse de John Cena. Il lui dit « Mais c'est pas possible. Hollywood a dû te pourrir le cerveau et il faut que tu comprennes justement que tu ne serais jamais arrivé à Hollywood sans l'univers de la WWE. » Randy Orton nous dit que certes il a fait des erreurs dans sa carrière, mais aujourd'hui quand il va dans les vestiaires, il peut y aller la tête haute et tout le monde le respecte, car il fait partie des meubles à la WWE, alors que John Cena aujourd'hui, John Cena ce n'est plus qu'un invité. Et John Cena répond qu'à la base il pensait comme Randy Orton, il pensait que tout ce qu'il avait accompli, il l'avait accompli grâce aux fans, mais au final il s'est rendu compte que tout ce qu'il a accompli, il l'a fait tout seul. Et John Cena explique que les fans sont des hypocrites car dès qu'ils en ont eu marre de John Cena, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à quelqu'un d'autre et ils ont concentré leur énergie sur quelqu'un d'autre et personne n'a rien dit. Mais quand on inverse la situation et quand c'est John Cena qui passe la WWE à quelque chose d'autre, par exemple Hollywood, alors à ce moment-là ça devient un invité et ça devient un exclu. John Cena explique que tout ça c'est de la manipulation et les fans manipulent la vérité afin de se sentir mieux par rapport au fait qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais les réponses de Cena énervent encore plus Randy Orton qui nous dit qu'apparemment ces mots ne rentrent pas dans la tête de John Cena. Donc là il continue, il nous parle du thème de Cody Rhodes et il nous dit qu'au début du thème de Cody Rhodes il y a cette phrase « Dans le monde du catch, il y a plus qu'une famille royale » et Randy Orton explique que cette phrase ne parle pas que de la famille de Cody Rhodes mais également de la sienne car il rappelle que sa famille est dans le catch depuis plusieurs générations et que justement le catch a tout donné à sa famille, le catch a nourri sa famille sur plusieurs générations. Donc pour toutes ces raison, il ne peut pas tolérer que John Cena veuille gâcher le catch et repartir avec le titre. Mais John Cena n'en a rien à faire et il nous rappelle que dorénavant il est 17 fois champion de la WWE et que concernant Randy Orton il est 14 fois champion, mais Cena précise que son record va rester figé à 14 car John Cena va partir avec le titre WWE et du coup Randy Orton ne pourra pas remporter ses 15e, 16e ou 17e titres. Et encore une fois John Cena rappelle que le show va continuer quand il partira et la WWE va sûrement inventer une nouvelle ceinture en aluminium ou je ne sais quoi, mais la vérité c'est que le vrai titre sera avec le vrai et le dernier champion WWE, John Cena, une fois qu'il partira à la fin de l'année. Et John Cena ajoute que Randy Orton n'est qu'un imbécile et quand Cena va partir avec le titre, il va s'assurer que Orton et toute sa famille, toute leur histoire, soient effacées. Et là, vous avez Randy Orton qui s'énerve encore plus et donc il dit à John Cena « Mais après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment est-ce que tu oses me dire ça ?»
Et donc Randy Orton dit à Cena, tu penses que tu es le dernier grand champion? Eh bien à ce moment-là, défends ton titre tout de suite contre moi ici ce soir. Et là, vous avez John Cena qui réfléchit, mais au final, il refuse. Et il nous dit que, encore une fois, comme souvent ces 25 dernières années, il refuse pour sauver Randy Orton. Et donc, à la place, il propose d'affronter Randy Orton pour le titre lors du prochain PLE Backlash, car le PLE sera chez Randy Orton. Et donc là, il donne un conseil à Randy. Il lui conseille de passer la journée de Backlash avec sa famille et d'arriver au PLE reposé. Comme ça, quand il aura échoué, il n'aura aucune excuse. Puis John Cena termine en disant à Randy Orton de bien regarder la ceinture car il ne s'en rapprochera pas plus. Et à ce moment-là, John Cena jette la ceinture sur Randy Orton pour l'attaquer et Cena prend l'avantage au départ, il veut s'acharner sur Randy Orton mais au final, Randy Orton surprend Cena avec un RKO et le segment se termine avec Randy Orton en train de célébrer. Alors on en reparlera dans la conclusion mais personnellement j'ai adoré ce segment entre John Cena et Randy Orton parce qu'on a simplement deux des superstars qui sont les meilleurs au micro de la WWE et hier soir on leur a donné une vingtaine de minutes où ils ont pu se lâcher et ils nous ont rappelé tellement de souvenirs également au passage. Ensuite, on enchaîne avec Fraxium qui font leur grand début en équipe hier soir du côté de SmackDown face à Los Garza, Angel et Berto. On a eu un très bon match d'environ 8 minutes et vers la fin, vous avez Axiom qui a porté un Spanish Fly sur Angel et derrière Nathan Frazier qui a enchaîné avec un magnifique Phoenix Splash pour la victoire. Donc une très bonne équipe qui rejoint le roster de SmackDown. Mais j'avoue qu'hier soir, on en parlait en live. Et quand on parlait de Fraxium, justement, je les voyais plutôt rejoindre le roster de Raw. Car je trouve que du côté de SmackDown, ça va. On a plusieurs équipes à l'heure actuelle. Mais c'est tout de même un peu plus faible du côté de Raw. Derrière, on enchaîne avec la championne de SmackDown, Tiffany Stratton, qui fait son entrée. Et Tiffany nous dit qu'il y a un moment où elle a douté en toute honnêteté, mais au final, elle est repartie de WrestleMania 41 en tant que championne. Et Tiffany nous parle du fait que beaucoup de personnes l'ont appelée la prochaine Charlotte Flair, la next Charlotte Flair. Mais Tiffany nous dit qu'il n'y a qu'une seule Charlotte Flair, tout comme il n'y a qu'une seule Tiffany Stratton. Puis rapidement, Tiffany est interrompue par Jade Cargill qui nous explique que suite à WrestleMania, maintenant il y a une énorme cible sur le dos de Tiffany Stratton car tout le monde veut lui prendre son titre. Et Jade Cargill ajoute que maintenant qu'elle en a terminé avec Naomi, elle a beaucoup de temps libre. Et elle nous rappelle qu'elle est venue à la WWE pour remporter les titres, pour être championne. Et à ce moment-là, elle se retrouve face à face avec Tiffany dans le ring. Et là, Tiffany Stratton répond qu'il n'y a pas de souci, si Jade Cargill veut se battre, alors elles peuvent avoir un match tout de suite. Et là, vous avez un arbitre qui arrive et c'est parti. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de vainqueur à ce match car au bout d'environ 8 minutes, on a Jade Cargill qui porte une énorme superplex à Tiffany Stratton. Mais là, d'un coup, vous avez Naomi qui sort de nulle part et qui attaque violemment Jade Cargill. Et donc, malgré le fait qu'un peu plus tôt, Jade Cargill nous a dit que c'était terminé avec Naomi, eh bien, apparemment, ce n'est pas le cas. Naomi a encore des comptes à régler. Donc là, elle s'acharne sur Jade Cargill. Puis Tiffany Stratton remonte dans le ring. Et là, elle échange un petit regard avec Naomi. Elle est prête à se battre. Mais au final, Naomi quitte le ring. Sauf que derrière, on a Nia Jax qui effectue son retour et qui attaque la championne. Et donc là, Nia Jax enchaîne avec une leg drop, puis le banzai drop. Et elle termine en célébrant avec la ceinture de Tiffy. Donc le message est lancé. Nia Jax va avoir une petite rivalité avec Tiffany Stratton pendant qu'on va continuer la rivalité Naomi et Jade Cargill. Et moi perso ça me va très bien, je pense qu'il y a encore des choses à raconter entre Naomi et Jade Cargill. Et en plus vu le passé qu'il y a entre Tiffany Stratton et Nia Jax et le fait qu'à un moment elles étaient en équipe, je pense également qu'on peut avoir de très très bons segments entre les deux. Derrière, on enchaîne avec l'entrée du nouveau champion US, Jacob Fatu, accompagné par Solo Sikoa. Les deux superstars montent sur le ring. Et là, vous avez Solo qui demande au public de montrer du respect au nouveau champion US. Et derrière, Solo Sikoa nous dit qu'à WrestleMania, le monde entier a vu ce que lui, il savait déjà, c'est-à-dire que Jacob Fatu est le futur de la WWE. Mais surtout derrière, Solo Sikoa nous rappelle qu'à la base, personne ne voulait de Jacob Fatu à la WWE, tout le monde avait peur de le ramener, et au final, c'est lui qui a amené Jacob Fatu à la WWE au sein de sa New Bloodline, et c'est lui qui lui a donné une opportunité. Donc là, en gros, Solo Sikoa se jette des fleurs et il dit que tout ce qui arrive à Jacob Fatu à l'heure actuelle, c'est grâce à lui, c'est grâce à Solo Sikoa. Mais là, on peut voir Jacob Fatu qui ne l'apprécie pas, il regarde Solo, et au bout d'un moment, il lui arrache le micro des mains. Et en gros, Jacob Fatu fait comprendre à Solo Sikoa qu'il s'est débrouillé tout seul, ce n'est pas grâce à Solo. Et il rappelle également qu'avant WrestleMania, il avait dit à Solo Sikoa qu'il allait remporter le titre US, que ce soit avec lui ou sans lui. Donc encore une fois, on sent clairement des tensions entre Jacob Fatu et Solo Sikoa, mais là ils sont interrompus par LA Knight qui veut son rematch
Sauf que là, vous avez également Drew McIntyre qui fait son entrée. McIntyre qui nous rappelle qu'il a battu Damien Priest dans l'un des matchs les plus violents de l'histoire de WrestleMania. Et au passage, il fait un petit coucou à la caméra à Damien Priest et il le remercie de lui avoir donné une chance de le battre à WrestleMania devant toute la famille de Priest. Puis McIntyre nous dit qu'il aime les défis et il aime affronter les catcheurs les plus impressionnants, les plus badass de la WWE, donc il veut affronter Jacob Fatu. Mais LA Knight veut également une opportunité au titre US, donc là forcément ça commence à chauffer entre McIntyre et LA Knight. LA Knight qui invite justement McIntyre dans le ring pour se battre. Mais là vous avez Nick Aldis qui intervient et qui book un match un peu plus tard entre LA Knight et Drew McIntyre avec le vainqueur qui deviendra le challenger numéro 1 au titre US. Puis on enchaîne avec Chelsea Green qui défend son titre US face à Zelina Vega qui obtient une nouvelle opportunité. Sauf que le problème c'est que encore une fois, on a Piper Niven et Alba Fire qui sont au bord du ring et qui n'hésitent pas à intervenir pendant le match pour s'en prendre à Zelina Vega. Sauf qu'au bout de quelques minutes, l'arbitre s'en rend compte et au final, l'arbitre renvoie Alba Fire et Piper Niven au vestiaire. Donc Chelsea Green se retrouve toute seule. Et donc pendant que Alba Fire et Piper Niven sont en train de partir, Chelsea Green est en train de péter un câble. Elle est un petit peu confuse par rapport à ce qui se passe. Et là, Zelina Vega en profite pour surprendre Chelsea Green avec son Code Red pour la victoire. Zelina Vega est la nouvelle championne US féminine et c'est son premier titre solo à la WWE. Et là, bien entendu, je vais être totalement objectif, mais Zelina Vega est la plus belle femme du monde, la femme la plus talentueuse du monde, la femme la plus drôle du monde, la femme la plus belle du monde. Donc honnêtement, c'est totalement mérité, c'est totalement mérité. Mais à côté de ça également, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient déçues par le règne de Chelsea Green, alors que honnêtement, faut pas être déçu. Chelsea Green a eu un magnifique règne. Et je pense que beaucoup de personnes sont déçues parce qu'elle n'a pas forcément eu de grands matchs. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à l'heure actuelle. Elle, ce qu'on lui demande, c'est de parfaitement interpréter son rôle de Karen. Et elle l'a parfaitement bien fait. Du coup, ces derniers mois, elle a remporté le titre. C'était l'une des catcheuses qui avait le plus de temps d'antenne du côté de SmackDown. Elle a son petit clan dorénavant autour d'elle. Donc clairement, la WWE a tout fait pour mettre en avant Chelsea Green ces derniers mois. Et malgré le fait qu'elle n'ait pas forcément eu de grands matchs, eh bien en tout cas, elle a tout de même eu un bon règne. Et clairement, justement, grâce à ce règne, pour moi personnellement en tout cas, à l'heure actuelle, Chelsea Green est l'une des parties les plus importantes de SmackDown et l'une des catcheuses que j'attends le plus de voir chaque semaine le vendredi. Même pas l'une des catcheuses, l'une des superstars en général, hommes et femmes, que j'attends le plus de voir chaque vendredi soir. Donc vraiment, je pense que ce run lui a fait beaucoup de bien et que maintenant c'est l'une des catcheuses principales de la WWE et clairement l'une des catcheuses les plus divertissantes de la WWE. Derrière, on passe en coulisses et on retrouve The Miz et Carmelo Hayes. Et là, on a The Miz qui félicite encore une fois Carmelo Hayes par rapport à sa victoire lors de la bataille royale André le Géant. The Miz nous rappelle qu'il s'est sacrifié pour Carmelo Hayes. Et derrière, il a un cadeau pour Carmelo. Il lui offre une chaîne avec un pendentif où on a la tête de André le Géant. Puis derrière, The Miz dit à Carmelo de rester en coulisses et de profiter un petit peu de la soirée pendant que The Miz va aller dans le ring car apparemment il a quelque chose à dire, il a quelque chose à sortir. Donc quelques instants plus tard, on retrouve The Miz dans le ring qui nous dit qu'il en a marre de voir des gens débarquer et lui passer devant et avoir des opportunités. Il mentionne Rey Fenix qui a eu un match à WrestleMania cette année et Joe Hendry, alors que The Miz nous dit que Joe Hendry c'est un mème quoi. Donc The Miz explique qu'il ne va plus se laisser faire par des nouveaux venus qui veulent lui prendre sa place et qui veulent les opportunités. Et là il veut terminer avec sa catchphrase, mais d'un coup, les lumières s'éteignent et vous avez le thème d'Aleister Black qui retentit. Et là, vous avez la présentation NXT d'Aleister Black avec son réveil d'entre les morts et ça m'a fait tellement plaisir de voir qu'ils ont gardé sa présentation d'NXT car honnêtement, c'était la meilleure. Donc Aleister Black effectue son retour hier soir lors de SmackDown. Il monte sur le ring, The Miz n'est pas content, mais là, Aleister Black lui porte le Black Mass et fin du segment. Donc Aleister Black n'a rien dit hier soir, mais il n'avait pas besoin de parler. Et le but, c'était simplement de faire comprendre aux fans que c'est bon, Aleister Black est de retour. Alors est-ce qu'il va vraiment avoir une rivalité avec The Miz? Je suis pas sûr. J'espère plutôt que ça va être quelque chose de très court. Peut-être juste un match, par exemple, la semaine prochaine, lors de SmackDown. Et derrière, rapidement, donner une vraie bonne rivalité à Aleister Black pour son retour. Ensuite, on enchaîne avec une petite interview de Bianca Belair en coulisses qui nous précise qu'elle s'est cassé les doigts lors de WrestleMania, donc elle va devoir s'absenter quelques temps, mais elle n'en a pas terminé avec Rhea Ripley. Et à côté de ça, il faut également qu'elle règle tout ce qui se passe du côté de SmackDown, car elle nous dit que SmackDown à l'heure actuelle est une maison divisée. Puis on retrouve également Nia Jax qui va voir Naomi en coulisses, et Nia Jax dit qu'elle n'en a rien à faire, que Naomi va s'occuper de Jade Cargill, mais par contre, Naomi ne doit pas s'approcher de Tiffany Stratton et du titre que Nia Jax veut récupérer.
On enchaîne avec Drew McIntyre contre LA Knight pour une opportunité au titre US et là encore une fois au bout de quelques minutes on a eu des interventions car alors que LA Knight est à l'extérieur d'un coup, on a Solo Sikoa qui sort de nulle part et qui lui porte un Samoan Spike sous les yeux de McIntyre qui ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup LA Knight est KO à l'extérieur mais l'arbitre n'a rien vu, donc l'arbitre commence à effectuer son compte de 10, sauf qu'à ce moment-là vous avez également Damien Priest qui sort de nulle part et qui attaque Drew McIntyre, ce qui cause la disqualification de LA Knight. Et là vous avez Damien Priest qui continue et il porte un chokeslam à Drew McIntyre à travers la table des commentateurs, mais derrière vous avez LA Knight qui n'est pas content, donc il va voir Damien Priest, les deux commencent un petit peu à s'embrouiller, mais là vous avez Jacob Fatu qui sort de nulle part et qui effectue un énorme dive sur LA Knight et Damien Priest à l'extérieur du ring, puis derrière il s'est acharné sur eux, il les a jetés contre les poteaux de coin de ring, puis il les a ramenés dans le ring et là il leur a porté le hip attack et des moonsaults, donc gros message de Jacob Fatu à la fin. Peut-être que LA Knight veut le titre, peut-être que Drew McIntyre veut le titre, mais on s'en fout, car à l'heure actuelle, c'est Jacob Fatu le champion, il va pas se laisser faire. Et juste avant de passer au main event, on nous confirme que The Miz va affronter Aleister Black la semaine prochaine, puis on passe en coulisses, et là on voit John Cena qui croise R-Truth, et Truth dit qu'il n'en a rien à faire de ce que disent les autres. John Cena a toujours été son héros d'enfance, et il est très heureux que John Cena soit nouveau champion. Et là, vous avez John Cena qui regarde R-Truth, mais il n'en a rien à faire de lui et il trace sa route. Mais là, vous avez Jimmy Uso qui débarque et il demande à R-Truth comment ça se fait que John Cena est devenu tellement naze. Mais R-Truth n'est pas d'accord, il dit qu'il y a toujours deux côtés, deux versions de chaque histoire et en tout cas à l'heure actuelle, John Cena est le champion de la WWE et R-Truth nous dit qu'il espéra qu'il sera comme John Cena quand il sera grand. On enchaîne avec le main event, le TLC match avec les Street Profits qui défendent les tirs par équipe face à DIY et les Motor City Machine Guns. Et TLC match donc forcément des tables, des échelles et des chaises, mais même plus. Car hier soir au bout de quelques minutes alors que Montez Ford est à l'extérieur du ring, vous avez un fan qui lui tend une prothèse, c'était sa prothèse de jambe. Et Montez Ford a accepté, il est allé frapper des catcheurs avec la prothèse et ça menait à une big pop. Après honnêtement il y a eu énormément d'actions, on a eu 22 minutes de match donc je peux pas tout vous décrire. Mais on a eu plusieurs très gros bums, notamment à travers des tables. Et à la fin, on a Gargano et Ciampa qui sont tous les deux en haut de l'échelle au milieu du ring. Sauf que là, vous avez Montez Ford qui les rejoint sur la même échelle. Donc ils sont à 3 sur la même échelle. Et Montez Ford réussit à faire tomber Gargano et Sabine. Donc derrière, il peut récupérer les titres pour la victoire. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Joyeux anniversaire, Pierre Luck sur la chaîne Catch Club. Ça fait désormais 1 an que je suis parmi vous, que j'apparais chaque semaine quasiment sur les reviews de Raw et SmackDown sur la chaîne Catch Club. Alors merci beaucoup Ali pour cette opportunité. C'est vraiment incroyable ce que tu m'as offert. Je sais que beaucoup rêveraient d'être à ma place. Merci beaucoup aux viewers qui m'ont fait une place chaque semaine. J'ai bouleversé vos habitudes et ceux qui peuvent pas me saquer, vos commentaires me font rire et me servent pour mes stories. Merci à tous. John Cena ouvre cet épisode de Monday Night Raw sans transition. Il est rejoint par son meilleur ami et son meilleur rival de toujours, Randy Orton. C'est vraiment une confrontation incroyable entre les deux. Ils ont cette espèce d'alchimie naturelle. Voix qui se connaissent par cœur, c'est vraiment fantastique. Si on m'avait dit il y a plusieurs années que John Cena et Randy Orton seraient en rivalité avec Randy Orton Face et John Cena Heel, vraiment je l'aurais pas cru. Le match est officialisé entre les deux pour Backlash, ça me fait quand même un petit pincement au cœur. J'aurais préféré voir ce match à WrestleMania, mais bon ça va être quand même très cool. La rivalité promet de beaux affrontements, ça va être génial. On termine le segment par un RKO de Randy Orton, ça fait 2-0 pour le serpent. Nia Jax est de retour, on s'en branle. Segment assez sympa entre Jacob Fatu qui est le nouveau champion des États-Unis, LA Knight et Drew McIntyre. Drew McIntyre, le roi, le GOAT qui a gagné son match contre la fraude Damien Priest. Drew McIntyre et LA Knight s'affronteront dans un match pour devenir l'aspirine numéro 1 au titre US de Jacob Fatu. Et le match se termine en autre boudin. Damien Priest intervient pour s'en prendre à Drew McIntyre. Ce qu'il fait là, le mid-quart d'heure en lycra. T'as perdu clean à WrestleMania, va chercher le titre speed et nous fait pas chier. Oui, je suis énervé. Et alors, il y a un truc qui peut me détendre, c'est que Chelsea Green affronte Zelina Vega. Au moins, elle va conserver son titre face à Zelina Vega. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce SmackDown? Ah, j'ai le hockey maintenant, merde. Vous avez vraiment donné le titre à Zelina Vega, là? Vraiment, hein. Chelsea Green, la reine de la division féminine à SmackDown et peut-être même à la WWE, vient de perdre son titre. Qu'est-ce qu'elle va branler avec ce titre, Zelina Vega? Aleister Black est de retour, voilà quelque chose qui peut me calmer. C'est le OG Aleister Black qui est de retour. Aleister Black avec son entrée originale, le thème song original. Rousseff n'a pas eu cette chance. Bon, il commence avec une feud contre le Miz. J'adore le Miz, mais j'espère que ça va quand même monter crescendo, hein. TLC, très cool pour terminer cet épisode de SmackDown. La division tag est mise en avant, c'est très bien. Il faut continuer à mettre la division
division tag en avant, mais si on pouvait avoir un petit peu plus que 3 équipes dans la division tag, ce serait bien, hein, si c'est pas trop demandé, évidemment. Angelo Dawkins qui fait un spear incroyable du haut de cette échelle, c'est bien, mais tu n'es pas Edge, tu ne seras jamais Edge. D'accord? Je mettrai la note de 6 sur 10 à cet épisode de SmackDown. Et oui, on est loin de la qualité qu'on a eue à l'excellent Raw After Mania. Le segment d'ouverture était très bien, le retour d'Aleister Black c'était génial, le main event était cool, mais le reste c'est un peu du vide. Et je ne digère toujours pas la défaite de Chelsea Green. Merci à tous, à la prochaine. Ça fait 1 an, on se revoit pour les 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend combien de temps Ali voudra encore de moi. Merci à tous, merci Ali et vive le catch. Alors déjà, j'aimerais également souhaiter un joyeux anniversaire à Pierre et le remercier pour ses 12 mois sur Catch Club, car croyez-moi, c'est pas simple. Et à la base, quand je l'ai invité, ça partait vraiment d'une bonne intention, et j'avais envie d'amener un petit peu de nouveauté à mes reviews, parce que vous savez, au bout d'un moment, ça devient un petit peu répétitif, que ce soit pour vous ou pour moi. Et je trouve qu'avec Pierre, ça apporte de la nouveauté, ça apporte de l'humour, de la fraîcheur, et même pour moi, vous savez, ça m'a permis de faire évoluer, on va dire, la manière dont je construis mes reviews. Et à côté de ça, comme je le disais, il faut savoir que c'est pas simple, parce que beaucoup d'entre vous ont bien accueilli Pierre, et ça m'a fait très plaisir, chaud au cœur, mais également beaucoup de personnes qui étaient très méchantes dans les commentaires. Après, c'est toujours le cas, vous connaissez Internet. Moi-même, je m'en prends souvent dans la gueule, mais pas que moi, c'est pareil pour toutes les personnes qui postent en ligne. Et donc, il y a certaines personnes qui étaient un petit peu dures avec Pierre au départ, mais malgré tout, il a pas lâché, il a pas abandonné, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Et au final, on se retrouve donc, comme il a dit, 12 mois plus tard, et j'espère que ça va encore continuer longtemps. Donc un grand merci à Pierre pour avoir rejoint, on va dire, l'aventure Catch Club. Ensuite, au niveau de la conclusion, on va déjà parler du retour d'Aleister Black. Comme je vous l'ai dit, j'étais méga content de le voir de retour en mode NXT, parce que justement, le moment où il a le plus marché dans sa carrière, c'était à NXT, quand NXT était dirigé par Triple H, et maintenant c'est la WWE qui est dirigée par Triple H, donc j'espère tellement que les choses vont bien se passer, que Aleister Black aura un bon booking, car honnêtement, on sait que quand il était passé dans le roster principal après NXT, il n'avait rien donné, puis il s'était fait virer, et derrière ces dernières années du côté de la AEW, alors j'aimais bien la House of Black, mais ça a jamais été la folie. Ils ont eu des titres, ils ont eu des rivalités, mais ça a jamais été la folie, et encore moins en solo. Il s'est jamais rien passé vraiment en solo, on va dire, pour Malakai Black. Donc là, c'est le moment de relancer la carrière d'Aleister Black en solo. Il est dans son environnement, il est de retour à la maison. Il a sa femme en plus à ses côtés à SmackDown, qui vient de remporter le titre US féminin. Donc normalement, tous les feux sont au vert pour que Aleister Black réussisse. On croise les doigts pour lui. Et ensuite, je vais surtout me concentrer par rapport au segment qu'on a eu au début du show. Donc Randy Orton et John Cena. Et je sais que beaucoup de personnes ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous refait Randy Orton et John Cena en 2025 ? Eh bien c'est pour ça, c'est pour ce qu'on a vu hier soir à SmackDown. Car bien entendu, John Cena contre Randy Orton en 2025, ça va pas nous donner le plus grand match in-ring, mais on s'en fout. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter entre ces deux catcheurs. Comme Randy Orton l'a dit, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent. Ce sont potentiellement les deux plus grandes stars de ces 25 dernières années. Si vous enlevez par exemple un petit Roman Reigns, etc. Mais ça reste des top 5, on va dire, de ces 25 dernières années. Sauf qu'aujourd'hui, justement, en 2025, on se retrouve dans une situation inversée, comme l'a souligné Randy Orton pendant sa promo. On est dans un multiverse avec Randy Orton qui est le face et John Cena qui est le heel. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette rivalité n'est pas là vraiment pour les matchs, mais les segments. Le segment qu'on a eu hier soir au micro. Je sais pas combien de temps ça a duré exactement, 20 minutes ou 30 minutes, mais les deux, vous pouviez les laisser parler pendant 3 heures et je pense qu'ils nous auraient divertis pendant 3 heures. Ils se connaissent parfaitement, ils sont parfaits au micro et du coup, ça nous donne justement un segment parfait. Maintenant, bien entendu, on se doute que Randy Orton ne va sûrement pas remporter le titre lors de Backlash. Ce serait trop tôt pour que John Cena perde le titre, mais malgré tout, là j'ai envie de dire kiffons tout simplement, kiffons cette rivalité parce que c'est la dernière fois qu'on aura cette rivalité entre Randy Orton et John Cena. C'est un moyen un petit peu de leur dire adieu, justement pour tous les gens comme moi qui ont grandi avec eux ces 25, ces 30 dernières années. Donc voilà, c'est tout pour la review de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!